Zeus. Le coup de foudre, c'est ça. De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune. À vos casques prêts radio, bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Et bien voilà, Coup de foudre est de retour sur les ondes pruniennes après une première saison incroyable et je suis ravi d'être là derrière ce micro, entouré de belles personnes dans ce studio à faire du bruit avec ma bouche. Par contre, triste nouvelle, l'été 2022 n'est plus. À propos de sa disparition, les avis divergent. S'est-il enfui, lassé de réchauffer les humains, de les regarder flâner dans les rues en short, en léchant des glaces ? A-t-il été kidnappé par le vilain Monsieur Septembre, qui lui fait le coup chaque année pourtant, et qui réussit chaque fois ? Mais d'ailleurs, quelle tête avait-il cet été ? Selon certains, il ressemblait à des plages de Bretagne ou d'Italie, pour d'autres à des montagnes ou à des randonnées en forêt, pour d'autres encore à des déserts. De mon côté, c'était clairement l'aventure. Début juillet, je suis parti en terre inconnue pour moi depuis longtemps, les murs calfeutrés d'une entreprise. J'ai dû réapprendre à rester assis devant un ordinateur dans une chaise qui souvent n'accepte que 2 réglages de hauteur, soit trop haut, soit trop bas. J'ai dû faire la queue pour accéder à un micro-ondes le midi, en écoutant les personnes présentes discuter des quelques degrés Celsius perdus dans la nuit, des petites infirmités qui leur arrivent avec l'âge, ou des fameuses saucisses au barbecue de leur beau-frère. J'ai enfin combattu un environnement aussi dense et traître que la plus profonde des jungles, les ragots. Ces racontards de couloirs, rapides comme des moustiques, sinueux comme des coulées de boue, qui causèrent le malheur de nombreux explorateurs d'entreprises inexpérimentés. Mais enfin, j'ai survécu et j'hésitais à écumer les plateaux de télévision, sortir un livre sur les 10 astuces qui ont fait de moi un survivant en entreprise, planifier un autre voyage dangereux d'ici 1 an ou 2. Finalement, j'ai plutôt continué à prendre soin des gens que j'aime et à raconter mes bêtises dans un micro. J'en profite pour vous présenter le reste de l'équipe. D'abord Aurélie qui rejoint cette saison l'équipe de Coup de foudre. Salut Aurélie. Salut. Ta chronique va parler d'un lieu nantais que tu aimes, c'est ça ? Exactement. Je vous en dis pas plus. Super, un suspense. Ensuite Lorraine qui remplace notre chroniqueur Brian aujourd'hui. Salut Lorraine. Salut. Tu vas nous parler de bénévolat. Exactement. Ok, super. Et quant à la réalisation, c'est Aurélie qui s'en occupe aujourd'hui. Salut Aurélie, merci d'être là. Salut. Et aujourd'hui, dans Coup de foudre, nous recevons Karim Sitayeb, biologiste cellulaire et libraire. Bienvenue dans l'émission Karim. Bonjour Georges, bonjour à toute l'équipe et puis merci de me recevoir dans vos studios aujourd'hui. Avec grand plaisir. Pour te présenter en quelques mots, donc tu as passé un bac, alors tu m'avais dit anciennement techno, maintenant STL, en biochimie et microbiologie à Metz. Après des études à Strasbourg et Bordeaux, tu as travaillé aux États-Unis pendant 5 ans, puis à Paris. Puis tu as finalement rejoint Nantes et complètement changé de voie en ouvrant ton propre espace, la librairie ludique Portail. Est-ce que tu valides cette synthèse ? Tout à fait. Bon, merveilleux. Mais avant d'entamer les expériences radiophoniques, je te propose un échantillon supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre 2 réponses le plus vite possible. Ok. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. T'es prêt ? Je suis prêt. Vitesse ou lenteur ? Lenteur. Sucré ou salé ? Salé. Milwaukee ou Paris ? Et Paris. Vote ou abstention ? Vote. Ville ou campagne ? Ville. Électroporation ou micro-injection ? Électroporation. Thé ou café ? Café. Penser ou vivre ? Pensée. Chat ou chien ? Chien. Roman graphique ou BD ? Roman graphique. Organisé ou bordélique ? Chaotique. Passé ou futur ? Futur. Ok, chaotique. Personne Pour moi, n'avait osé celle-ci. Chaotique, c'est un peu l'ordre qu'on ne comprend pas toujours, mais Mm. en fait, il y en a un, il faut juste bien chercher. Donc c'est un peu bordel organisé. Donc il y a toujours un peu d'ordre dans le chaos pour toi ? Ouais, je pense.
Ok. Bah attends, j'ai déjà commencé l'interview, il faut d'abord que je fasse le jingle. Alors c'est l'heure tout de suite d'un coup de foot de l'interview avec un jingle à la bouche. Alors participent ceux qui veulent, hein. Attention, ce n'est pas obligatoire. 1, 2, 3. C'est l'interview d'un coup de foudre. Alors première question Karim, en général j'aime bien commencer par l'enfance, c'est assez Ouais. logique. Est-ce que tu as eu une enfance qui t'aurait peut-être prédestiné à ce métier de biologiste cellulaire, un environnement scientifique peut-être? Ouais, alors c'est marrant parce que je l'avais pas évoqué. Effectivement, quand j'étais gamin, j'ai toujours aimé l'aspect biologie. Mais les sciences en général, mais la biologie m'attirait énormément. Et puis, je me rappelle que je fréquentais un endroit où on avait accès à des documents, et notamment il y avait, alors c'est pas des que sais-je, mais c'était tout l'univers ou un truc comme ça, où il y avait un ouvrage qui était vraiment dédié au corps humain. Et avec mes petites économies, je faisais des photocopies de semaine en semaine pour me refaire mon propre petit livre sur différents aspects qui étaient évoqués dans cet ouvrage. Et mon rêve à l'époque, c'était d'essayer de reconstruire un homme. Donc, bon, c'est un rêve de gamin, mais enfin un homme, un D'accord. humain. D'accord. Reconstruire, c'est-à-dire? C'est-à-dire de pouvoir, avec la pensée que j'avais à l'époque, de se dire qu'on pouvait, à partir de plusieurs pièces, reconstituer, un peu comme le docteur Frankenstein a pu faire avec sa créature, de cette possibilité, en fait, de pouvoir reconstituer une personne avec différentes choses. Mais bon, D'accord. du point de vue d'un enfant, évidemment. Bien sûr. Donc avec les morceaux de papier en fait que tu... Alors non, les Non. morceaux de papier me évoquaient des différents organes du corps humain, et puis en fait tout ça, ça me permettait d'avoir des informations pour comprendre comment ça se passait. Et comment tu pourrais fabriquer un être humain plus tard? Exactement. Ah d'accord. Ah, Ouais. ça, c'est très intéressant. On fait des petits bonds dans le temps, hein, forcément, dans l'interview, Bien parce sûr. qu'on est un peu obligé de synthétiser. Mais après, on arrive donc en 2004, tu obtiens une thèse en travaillant sur les maladies chroniques du foie. Et justement, on en parlait, c'est un choix pour un biologiste comme toi de te consacrer à un organe spécifique? Alors non, en fait c'était un choix par défaut. En fait, j'ai donc pendant mes études, et du fait de ce que je viens de vous raconter, l'embryologie est quelque chose qui m'a attiré, et puis j'ai découvert pas mal de choses et ça m'a renforcé en fait dans cette volonté de continuer dans ce domaine. Mais malheureusement, quand on sort de Master 2, ou à l'époque c'était le DEA, on n'a pas le choix de tous nos sujets de thèse. Et il y avait un sujet de thèse qui était dédié sur le développement embryonnaire, qui était déjà pris. Et donc, je suis parti sur le foie, parce que ça m'a permis aussi de focaliser sur un organe, ce qui est déjà assez compliqué, et puis de voir les aspects pathologiques qui sont en fait des dérèglements de ce qui organise normalement l'organe en lui-même, ou pendant le développement en soi. Donc, étudier ça, c'est aussi se rendre compte de ce qui se passe quand on est en situation normale. Donc, ça m'a apporté beaucoup. D'accord, je comprends. C'est un peu une profession de foi, on peut dire. Ouais. Ensuite, en 2005, tu pars aux États-Unis pour rejoindre l'équipe du professeur Steve Duncan à Milwaukee, donc dans le Wisconsin. Pourquoi ce choix de vie à l'étranger? Est-ce que quelque chose t'appelait là-bas ou... Alors, donc généralement, après une thèse en sciences, et notamment en biologie, c'est toujours bien d'aller voir ailleurs. Parce que ça permet de sortir de contexte de laboratoire où on a déjà passé 3 ans, de voir d'autres façons de fonctionner, d'autres technologies. Et je voulais, et puis aussi travailler la langue. Donc il y avait plusieurs options en fait. J'aurais pu aussi bien aller en Allemagne, en Australie. Alors j'ai choisi le labo de Steve parce que il travaillait sur ces aspects développementaux qui moi m'intéressaient, focalisés sur le foie. Donc ça me permettait moi de mettre ensemble les connaissances que j'ai pu acquérir pendant ma thèse, et puis mon appétence pour le développement, et donc du coup de combiner ça dans son laboratoire, qui en plus était un laboratoire assez excellent dans le domaine. de pointe, quoi. Ouais, ouais. Ok. Et justement, tu m'as parlé d'une révolution pendant que tu étais là-bas, pendant ces 5 ans que tu passes aux États-Unis. Tout à fait. Une révolution dans le monde de la biologie cellulaire, donc grâce aux travaux du docteur que tu as cité, Shinya Yamanaka, c'est ça? Ouais, exactement. Comment est-ce que tu pourrais nous expliquer cette avancée en mots simples? Alors en mots simples, en fait, moi le projet c'était d'étudier le développement du foie, et on le faisait dans le laboratoire de Steve avec des modèles de souris. Et en fait, bon, même si on est des mammifères, il y a quand même beaucoup de différences, on n'a pas du tout les mêmes métabolismes. Et donc l'idée c'était d'utiliser ça dans un contexte humain, et on va évidemment pas prendre le foie de quelqu'un pour regarder dedans. Et donc on a commencé à travailler sur des cellules souches embryonnaires
pour pouvoir... C'est des cellules donc, qui vont donner toutes les cellules du corps humain si on les oriente bien. Et donc, en les orientant vers les cellules de foie, ça nous permettait d'avoir un modèle pour étudier le développement du foie et des pathologies dans un contexte humain. Et en 2007, le docteur Shinya Yamanaka au Japon a trouvé une astuce pour... Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Quand j'ai fait mes études, le dogme était quand une cellule souche se différencie, va donner un être complet et qu'on a des cellules spécialisées, ces cellules ne peuvent pas revenir en arrière. Et D'accord. c'était un dogme qui était très difficile à casser. Et donc, le docteur Yamanaka l'a cassé en réussissant à trouver une astuce pour pouvoir reprogrammer tout type de cellules de notre corps en cellules souches qui sont équivalentes à des cellules souches embryonnaires. C'est-à-dire que c'est retrouver l'état original de la cellule. Exactement. On peut la faire régresser à cet état-là. Tout à fait. Et D'accord. du coup, la puissance de ce modèle, c'est que la cellule conserve le patrimoine génétique du donneur. Et donc, on peut étudier des maladies génétiques très spécifiques sans avoir à altérer vraiment la cellule. On les fait revenir à l'état de cellules souches originelles et puis ensuite, on les différencie en différents types cellulaires. D'accord, très intéressant. C'est comme la rendre intacte, enfin, ou pure, entre guillemets, dans le sens, On la rend, dans sa forme première, quoi. Ouais, on la rend pluripotente. Donc, plutôt D'accord. qu'elle soit juste sur une fonction, elle acquiert, elle revient à son état où elle peut redevenir tout. En fait, toute l'information est dans l'ADN, c'est juste comment l'ADN va être décodé pour pouvoir faire telle ou telle cellule. D'accord, intéressant. Et 5 ans plus tard, donc en 2010, tu reviens en France et tu rejoins un laboratoire de recherche parisien et tu n'y restes que 2 ans. Oui. Est-ce que c'est la vie parisienne qui t'a déplu ou t'es parti pour une autre raison? Non, pas tant que ça en fait. Donc j'avais jamais vécu à Paris, c'était une belle occasion. J'étais au Kremlin-Bicêtre, donc vraiment juste au sud, aux portes de Paris. Donc j'ai découvert la vie parisienne avec grand plaisir. Je me suis fait beaucoup d'amis et j'ai intégré un laboratoire qui était très accueillant, mais j'ai pas réussi à développer les projets que je voulais mener maintenant que j'avais comme un peu de bouteille dans le milieu de la recherche. Donc j'ai assez rapidement commencé à chercher à voir quelle autre équipe j'aurais pu intégrer. J'ai même songé à revenir aux US. Puis finalement, j'ai trouvé à Pointe-Chute, à Nantes, dans une unité de recherche qui me proposait un espace pour développer ces projets et c'était très, très excitant. Et justement, c'était ma question suivante. 2012, tu arrives à Nantes, Institut du Thorax, et à cette période-là, tu m'évoques donc une autre révolution dont tu m'as parlé, qui était l'édition du génome avec ciseaux moléculaires. Je sais pas, n'ayez pas peur. Il va nous expliquer ça, Karim, Ouais. en mots simples. Qu'est-ce que c'est Parce que j'étais curieux de ça aussi. En fait, un des gros challenges, notamment dans les cellules humaines, c'est d'essayer de manipuler l'ADN pour, par exemple, introduire une mutation, la corriger pour l'étudier. Et puis, éventuellement, faire des modèles avec des protéines fluorescentes pour étudier certains mécanismes moléculaires. Et donc, ça, très, très compliqué, très peu efficace. Et en fait, d'autres recherches en parallèle qui étaient dans le monde bactérien à la base, ont mis en évidence un système de protection contre les attaques virales qui utilise des protéines qui vont aller couper l'ADN à des endroits précis. Et en détournant ce système pour l'introduire dans des cellules humaines, en fait, quand on fait une coupure d'ADN, ce qui arrive par exemple quand on s'expose trop aux UV, donc ça crée des coupures de l'ADN et la cellule est capable de les réparer. Mais pour ça, il va falloir une matrice, donc un brin d'ADN qui contient le même code, pour pouvoir l'utiliser comme un calque pour refaire la partie qui a sauté. Exactement. D'accord. Sauf que là, on peut induire une coupure à un endroit précis du génome, amener d'autres molécules d'ADN exogènes qui portent un message similaire, mais avec des modifications qu'on aura introduites. Et la cellule, en fait, va prendre ça comme une matrice pour pouvoir corriger et refaire ce trou, et puis intégrer ce que nous, on aimerait que l'ADN va exprimer ensuite. Donc on coupe le petit morceau qui est, entre guillemets, infecté, ou pas sain, et on le remplace par... mais au niveau de l'ADN, quoi. Donc vraiment microscopique, tout petit, quoi. Ouais, voilà, on coupe puis l'ADN juste, voilà, il y a quelques bases qui vont sauter, et puis en réparant, nous, on va pouvoir introduire de nouvelles bases et donc un nouveau message. Et ça permet d'introduire des mutations ou de nouveaux gènes. Maintenant, on peut produire des grosses régions. Donc, du coup, la manipulation est très précise et ça est très efficace surtout. Et donc ça ouvre des portes immenses dans le milieu de la recherche en biologie cellulaire moléculaire pour étudier de nouvelles hypothèses. Enfin, là,
clairement, la seule limite maintenant est notre imagination avec l'utilisation de ces outils. Et l'éthique aussi. Et l'éthique, clairement. Parce que oui, c'est un sujet qui revient Ça souvent. déborde, ouais. Super, on va faire une petite pause dans l'interview. Il est 13h20 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Aujourd'hui, on reçoit Karim Sitayeb, biologiste cellulaire et libraire. Alors pour cette seconde partie d'interview, maintenant qu'on a un petit peu parlé de ta carrière justement en tant que biologiste aux États-Unis et puis à Paris et puis finalement à Nantes, on est donc en 2012, tu es arrivé à Nantes et il y a un événement qui ponctue ton arrivée, c'est ton invitation au Festival des Utopiales. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est le plus grand festival de science-fiction européen et ça a lieu à Nantes depuis l'an 2000. Est-ce que tu peux nous raconter ce souvenir ? Oui, en fait, malgré le fait que je sois fan de littérature de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique, je ne connaissais pas ce festival. Et quand je suis arrivé à Nantes, c'était une professeure en pneumo qui m'a invité, qui m'a demandé d'intervenir avec elle et puis une éditrice au Diable Vauvert sur une table ronde aux Utopiales. Et puis là, c'était une espèce de révélation sur justement ces aspects vulgarisation, donc comme on l'a fait un peu sur les cellules souches et le CRISPR, de fait de pouvoir lier ça à des œuvres littéraires donc, qui ont été écrites il y a des fois 40-50 ans, mais qui imaginent en fait déjà entre guillemets les outils et puis surtout l'impact de ces outils dans la société. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui j'ai trouvé passionnant. Oui, je comprends. Et donc le souvenir de ton invitation au festival, justement, c'est qui t'a invité en fait? Comment c'est arrivé Alors donc c'est Patricia Lemarchand qui travaille à l'Institut Thorax qui m'en avait parlé parce elle coordonnait à l'époque justement le montage d'une plateforme de cellules souches à Nantes. Et du fait que la thématique à l'époque c'était origine, il y avait une table ronde qui tournait autour des cellules souches et du coup voilà, elle m'a demandé si ça m'intéressait. D'accord, Évidemment, au vu de j'ai tes dit oui. compétences. Ouais. D'accord, intéressant. Et puis, on fait encore un petit bond dans le futur passé, du coup. On arrive en 2020, le moment où ta carrière professionnelle s'apprête à prendre un gros tournant, puisque l'idée d'ouvrir une librairie se profile avec ton épouse. Qu'est-ce qui déclenche ça à ce moment de ta vie? En fait, plusieurs choses. Déjà, ma situation dans la recherche. Moi, en fait, pour être chercheur, il faut avoir un concours, c'est au niveau national, pour être chargé de recherche ou éventuellement combiné avec de l'enseignement pour être maître de conférence. Et sur les concours de chargé de recherche, j'ai jamais réussi à me situer. En fait, il y a différentes commissions avec des spécialités et j'étais toujours entre deux chaises, quoi. J'arrivais pas à fitter sur l'une ou sur l'autre. Et donc, j'ai jamais réussi à me classer correctement pour pouvoir accéder à un poste. Donc, je naviguais dans la recherche avec des contrats que je réussissais à avoir à travers des financements, soit en collaboration avec mes collègues ou par moi-même, et ce qui me permettait d'assurer mon salaire, le salaire d'une ingénieure, du matériel pour travailler. Et puis, on avait eu un financement qui avait été acté et en fait qui devait prendre le relais sur un autre financement et en fait à ce moment-là il y a eu un problème administratif qui n'était pas lié à moi. Toutes les personnes qui avaient eu des financements à ce moment-là, tout a été gelé. Et là je me suis posé la question de savoir mais qu'est-ce que je vais faire en fait si je n'ai plus de salaire en fait. Oui. Et donc j'ai commencé à réfléchir à ce projet. Le fait de participer aux Utopiales pendant plusieurs sessions maintenant m'a orienté aussi vers ce choix et puis on en a parlé beaucoup avec Nathalie, mon épouse, pour finalement aller sur la création de cette librairie ludique. D'accord. Et c'est ça que tu appelais gentiment les tracasseries administratives dans le résumé que tu m'as donné. Exactement. D'accord. Et donc la librairie en question, elle ouvre en juin 2021 dans le quartier de Chantenay. Notre beau quartier de Chantenay, il y a plein de gens de Chantenay dans ce studio, c'est merveilleux. Le premier jour d'ouverture, quand tu es à la caisse ou dans les cartons en train de garnir les rayons, est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait quelque chose de fou ou pas? Je sais pas, parce que c'est un peu comme une naissance, clairement. Là, donc en fait, on a créé la société en juin et puis on a ouvert nos portes le 27 août.
Et donc, on avait évidemment plein d'amis qui sont venus ce jour-là, puis ça tombait un vendredi, donc il y avait le week-end. Donc c'était sympa de voir un peu la concrétisation du projet avec des connaissances. Et puis les premiers clients, j'ai le nom de mon premier client qui vient régulièrement, qui a 12 ans et qui aura son nom dans la librairie. Et en fait, oui, en fait, déjà, quand on a meublé le local et commencé à remplir les étagères, là, on s'est dit, ça y est, ça prend de la gueule. Et puis, sur les premiers encaissements, je pense qu'il y avait déjà le stress de l'encaissement lui-même, parce que c'est pas quelque chose de naturel. Et il a fallu prendre un peu faut s'entraîner un peu. Et donc, du coup, ce stress-là a un peu supplanté le reste. Mais il y avait quand même l'aboutissement de plus de 2 ans de travail sur ce projet qui se concrétisait avec cette ouverture. J'imagine une grosse excitation, un sentiment de fierté d'avoir Ouais, accompli tout à ça, fait, quoi. d'avoir mené ça, et puis puis après de se dire, bon, bah maintenant, c'est parti, quoi. Mhm. Mm. C'est chouette. Et j'imagine que libraire, c'est un quotidien quand même assez différent de biologiste cellulaire. Est-ce que tu as le sentiment que la première partie de ton parcours a des résonances dans ton métier actuel? Alors, je pense que oui, c'est toujours difficile. En fait, surtout quand on est dans le public, on a toujours du mal un peu à prendre du recul pour voir les compétences qu'on a accumulées pendant toutes ces années de travail et comment on peut les valoriser. Donc, il y a des gens qu'on peut solliciter pour justement essayer de mettre ça à la surface. Mais clairement, ça demande du management parce qu'en fait, il y a le côté libraire, il y a le côté gestion de la boutique. Donc, toujours la création, je pense que des compétences que j'ai pu acquérir pendant ma carrière de scientifique, ça m'a beaucoup aidé. Sur la gestion aussi de plusieurs choses de front. En recherche, on n'a pas qu'un projet, on a plein de projets qu'on essaie de faire évoluer chacun à leur vitesse. Là, c'est un peu pareil, parce qu'on gère à côté librairie, on gère à côté ludique avec du jeu. On a poids d'honneur à faire des animations aussi et de faire en sorte que ça rayonne sur le quartier. Donc ça, c'est des choses que, oui, je pense, viennent aussi, que je peux puiser dans ce que j'ai pu acquérir pendant ces 20 dernières années. Un aspect d'organisation, de Ouais. logistique, etc., qui t'aide à gérer. Exactement, ouais. Et tu le disais, donc c'était justement, ça tombe bien, c'était ma question suivante. Au niveau des animations, déjà, vous êtes situé, du coup, la librairie est située. Alors, elle est située au 18 rue Gutenberg, c'est entre la plage Jean Massé et la butte Satane, en gros, pas loin du parc des Oblates, D'accord. dans le quartier Et, Chantenay. et vous proposez, tu disais, des animations, des lectures, des jeux. Oui, voilà. Donc régulièrement, on fait une newsletter pour indiquer les dates. On organise des lectures pour les plus petits, avec des lectures d'albums, des sessions jeux en soirée une fois par mois. Là, on a trouvé un partenariat avec le club de basket de l'Hermine, qui est un petit local qui est hyper sympa. Les gens sont super sympas et on arrive à trouver avoir une bonne entente pour organiser ça. Et les personnes qui viennent jouer sont ravies. Et j'avais un autre truc. Ah oui, et en plus, on a un espace dédié dans la librairie pour pouvoir jouer. Donc, soit pour tester un jeu parce qu'on veut découvrir, ou juste prendre un bon temps et puis jouer. Oui, qui est très, très mignon, petit espace d'ailleurs. Moi, quand je suis venu te voir les premières fois, Ouais. cette espèce de côté sphérique comme ça. Ouais, c'est ça. sympa, Ça fait avec des- un endroit un peu semi-fermé dans l'espace, quoi. Oui, c'est très chouette. Et puis, l'inévitable dernière question, hein. Là, je pose la question aux biologistes et aux libraires. Quelles sont tes envies et projets ces prochains mois, ces prochaines années? Est-ce qu'il y a des choses dans les tiroirs comme ça que tu es impatient de... Non, enfin là, pour l'instant, c'est vraiment continuer à faire rayonner la librairie. C'est un travail de longue haleine, donc il faut qu'on se fasse connaître, on essaie de faire en sorte qu'on ait le service le plus sympa et puis adapté aux attentes des lecteurs et lectrices, joueuses et joueurs. Essayer aussi de continuer à travailler sur des animations, des interactions avec les acteurs locaux, le périscolaire, le musée Jules Verne, d'autres commerces. Et puis on attend de voir aussi, dans quelques années, on aura la Cité des Imaginaires qui sera quasi au pied de la librairie. Comment on va pouvoir interagir aussi pour faire en sorte que Chantenay-Satane devienne le lieu de l'imaginaire de Nantes. Ah c'est un très très beau projet. Les partenariats futurs, oui, non, il y a beaucoup de choses en perspective et moi je serais ravi de voir ça puisque je pense que je prévois pas de bouger de Chantenay demain, donc voilà. Merci beaucoup Karim Sitayeb d'être venu nous voir dans Coup de Foudre, c'était un plaisir. Il est 13h34 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la première chronique, celle d'Aurélie. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur,
fais ton office. Pas d'objection? Mon ami Damien m'a proposé d'écrire une chronique et d'envoyer une démo pour ton émission. Je l'en remercie. Même si je n'étais jamais passée à l'antenne, ça m'a permis de m'interroger sur ce qu'évoque pour moi le coup de foudre. J'imagine d'abord quelque chose d'électrique, brut, soudain, ce sentiment d'alignement où plus rien d'autre n'existe que l'objet de mon coup de foudre et moi. Un être aimé, un livre, un lieu, une musique, une activité, un paysage. C'est l'éclair de clairvoyance qui nous fait comprendre que cela va prendre de la place dans nos vies. Ce sont les moments où l'on revit les frissons de cette première fois. Il arrive qu'en remontant le fil d'un souvenir, on réalise a posteriori qu'une rencontre fut en réalité un coup de foudre, que c'est telle découverte qui a tout fait basculer. C'est ainsi que je me souviens de ma toute première nuit dans un club nantais, que vous connaissez sans doute, le Macadam. Je me souviens avoir pénétré dans cette boîte noire qui m'a enveloppé du velours de ses murs et des volutes de ses fumées soyeuses. Je me souviens de la moiteur de ses corps en mouvement, des basses profondes qui faisaient vibrer mon ventre, du kick qui me raidissait la nuque et me hérissait les poils, des beats qui mettaient mon corps en transe. Je me souviens de cet abandon soudain, de l'anonymat de cet endroit trop sombre pour se pavaner, de cette connexion avec l'artiste qui nous tenait du bout des doigts, de cette atmosphère chargée d'une tension ultime qui ne demandait qu'à être libérée par la danse. Vous connaissez ce sentiment d'abandon et d'oubli de soi, où vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais où vous êtes à l'instant, au lieu, aux autres. Ce moment où vous n'êtes plus pollué par les faux-semblants, ce moment de nudité symbolique, ce moment où le cerveau ne pense plus, ne traite plus que les sens et les émotions, ce moment où vos membres ne sont plus reliés à votre corps, mais à la musique. On pourrait dire tellement de choses sur ce lieu de fête et de culture électronique. La qualité de la programmation, l'éclectisme des sons, le rendu sonore immersif, la variété des événements, l'aménagement minimaliste, la gentillesse de l'équipe qui en a fait un lieu safe et inclusif. Mais arrêtons-nous quelques instants sur le public fantastique et fantasque de ce lieu. Un public sans étiquette, d'âge, de genre ou de culture. Un public qui accueille en son sein des créatures oniriques et admirablement déviantes, des étincelles de vie qui se meuvent dans cette obscurité protectrice. Un public qui ne craint ni l'excentricité ni la banalité. Un public bienveillant et respectueux, avide de partage et de fête. Ce lâcher-prise sublime m'a frappé, sidéré, emporté. J'ai eu le coup de foudre pour ce lieu, et au-delà, pour l'expérience. Je ne peux plus m'en éloigner. L'art de la fête a refait surface dans ma vie de la plus belle des manières. Le Macadam vient de fêter ses 5 ans. Longue vie au Macadam. Merci Aurélie. Et ça m'a rappelé la première fois que j'avais entendu ta chronique quand tu me l'avais envoyée pour postuler à l'émission. C'était 8h30 du matin, j'allais au boulot et je l'ai écouté en traversant l'esplanade où il y avait la fête foraine en ce moment à Nantes. Et personne. C'était un très chouette moment, donc j'ai apprécié la réentendre en live. Il est 13h41 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Truc de fou. Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou. Alors, truc de fou, c'est un petit peu le moment freestyle dans Coup de foudre. C'est le moment où tout le monde s'exprime. Alors, bon, évidemment, pas en même temps non plus, faut qu'on se comprenne. Mais voilà, on va partager un petit peu avec vous, auditrices et auditeurs, des moments chouettes de nos vies, des choses qu'on a vécues récemment, qui nous ont plu, qui nous ont transportés, qui nous ont fait du bien. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir le bal avec une expérience, un souvenir, quelque chose récent ou pas ça peut être... Moi, j'en ai 2, donc je vais commencer avec une et puis on verra. Alors là, c'est une très rapide en fait. Donc j'ai ma casquette de libraire. J'ai réalisé j'ai une réalisation il y a quelques semaines. En fait, donc les littératures d'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique, c'est souvent un peu considéré comme un sous-genre de littérature, rarement mis au même niveau que la littérature contemporaine ou classique. Et c'était assez cocasse de découvrir que la première fois que le prix Goncourt a été donné, c'était en 1903. Il a été donné à John-Antoine Naud, qui a publié Force ennemie aux éditions de la Plume, et qui est un roman de science-fiction. Et ça, je trouve que c'est c'est drôle. assez cocasse. Ouais, c'est drôle. Maintenant où on prend des grands airs sur les romans de science-fiction et on Tout dit à fait. la littérature. Ok, oui, c'est drôle.
C'est drôle. Voilà, pour ma première. Je sais pas si j'enchaîne directement sur ma deuxième ou si quelqu'un veut rebondir. Oh, moi, je dis priorité à l'invité. Vas-y, je t'en prie. Alors, donc la deuxième, c'est bon, ça va être aussi rapide. C'est une expérience que j'ai vécue là le week-end dernier. En fait, j'ai été contacté par deux Américains, enfin un Américain et une Américaine, James Floyd et Melissa Miller, qui tiennent un podcast qui s'appelle Star Warsologies. Donc un podcast qui est sur leur site et aussi sur les différents, enfin sur Deezer et autres. Plateforme, voilà. Et en fait, l'idée, c'était de parler de biologie cellulaire et moléculaire dans Star Wars. Donc de voir en fait voilà, des références. Et donc effectivement, on a parlé des midi-chloriens avec voilà, le parallèle avec les mitochondries des chloroplastes et puis comment ils ont fait ça, utiliser cet élément biologique comme une interface avec la force, et puis le côté clone avec voilà, les clones de Jango Fett, et puis le Bad Batch et des choses comme ça. Donc c'était assez sympa. Donc, ce sera disponible fin octobre ou début novembre, évidemment en anglais, et c'était plutôt fun. Mais j'imagine. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que moi, ça fait résonner un truc. Je me rappelle quand j'avais re-regardé, bon, je les ai vus quelques paires de fois, la première trilogie, la deuxième, et je me rappelle que cette scène sur Tatooine, au moment où Qui-Gon prend un extrait d'Anakin là, au niveau pour faire le test des midi-chloriens. C'est la seule fois dans toute la saga où réellement, concrètement, il y a une espèce d'interaction concrète sur ce truc des midi-chloriens. Et en fait, le reste du temps, bon, ils en parlent un peu, ils disent que Yoda en a une tonne, mais enfin, on voit pas de prélèvement, de machin. Je pense que pour les auteurs, ça a été une façon de montrer pourquoi Anakin va être un personnage aussi important dans la saga, et pourquoi cette puissance, un peu pour justifier. Et je pense que ça a donné une espèce d'échelle de force. Mais après, c'est clair qu'il n'y a pas eu de test systématique de tous les Jedi pour voir comment ils étaient classés. Voilà. Et c'est évoqué dans les séries, par contre. D'accord. Mais ça pose aussi cette question qui est souvent essentielle, notamment dans la tragédie, qui est que le personnage est dépassé par son destin, puisque s'il est défini par un truc biologique à l'intérieur qui dit qu'il va être le plus fort et le plus badass, en soi, il n'a pas choisi de l'être. Donc, alors, en fait, déjà, il y a ça, en tout cas, il y a le potentiel de l'être, mais après, toute l'intrigue est sur le côté de la force aussi. Voilà. Et, comment tu utilises ce potentiel. Exactement, ouais. Toute la question. Super. Que Lorraine ou Aurélie, vous voulez partager? Carrément. Moi, je vais dire que c'est quelque chose qui n'est pas récent, ça fait 2 ans, mais je suis devenue tante pour la première fois, grâce à ma sœur, et c'est une expérience de tous les jours vraiment incroyable. Voilà. Être tante, ça c'est vrai que c'est bien un truc de fou. Ouais. Je suis d'accord. Chouette. Aurélie, tu voulais partager quelque chose avec nous? Moi, je voulais vous parler d'une petite cantine asiatique que j'ai découverte à Bouffay récemment, qui s'appelle le Solita, et où j'ai vraiment eu des réminiscences de mes voyages en Asie du Sud-Est, parce que c'est un lieu avec des inspirations laotiennes, vietnamiennes, cambodgiennes et aussi thaïlandaises. Voilà, il y a 2-3 plats à la carte, il y a très peu de tables, c'est très, très simple, et c'est ultra frais, c'est ultra bon. Voilà, les herbes aromatiques, les bouillons, et voilà, donc ça se situe 3 rue des Échevins, pardon, à Bouffay, et je vous le conseille. Tu as été papillairement convaincue. J'ai été totalement convaincue, voilà, c'est vrai qu'on dernièrement, on n'a pas beaucoup pu voyager, et puis la question des voyages se pose maintenant aussi pour d'autres raisons. Et c'est toujours chouette de pouvoir... La bonne nourriture est un voyage. Exactement. Et écoute, je vais fermer le bal. Moi, c'était une expérience récente avec donc le papa de ma compagne, Roma, qui nous faisait d'ailleurs les chroniques polars. Voilà, si tu nous écoutes, Roma, je te salue du studio. Et en fait, son papa est venu d'Allemagne nous voir là pendant quelques jours. Et son papa, il est magicien de métier. Hein. Ça fait une 40aine d'années qu'il fait ça. Et en fait, moi, j'avais... je sais pas, 2-3 ans que j'avais une idée de tour de cartes que j'avais envie de faire, mais comme je ne suis pas moi-même magicien, je ne sais pas trop comment on organise de A à Z un tour de cartes, les effets auprès de l'audience et tout ça. Et très gentiment, son papa m'a accompagné dans la construction du tour. On a fait ça hier, avant-hier.
Il y a même réfléchi lui-même de son côté. Il a construit des petits objets pour le tour, etc. Donc il a développé une pédagogie autour de vrai. Exactement, voilà. Tout à côté en m'apprenant un petit peu à jongler aussi. Enfin bref, c'est un monsieur qui a beaucoup de compétences. Voilà, donc je le salue d'ailleurs, hein, Hans, si tu réécoutes cette émission. Merci pour ce coup de main. Il est 13h51 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, celle de Lorraine. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? J'aime donner de mon temps. Oui, je fais partie de celles et ceux qui sont appelés des bénévoles. Ces drôles de personnes qui ont du temps à donner. Étonnant dans une société où tout doit aller vite, où tout moment doit être comblé. Le bénévolat, c'est assez simple. C'est s'engager dans une association qui résonne avec une ou des valeurs qui nous sont propres, pour donner un coup de main. Cela peut se traduire de 1000 façons, selon nos envies et nos capacités. Ce à quoi on s'attend lorsque l'on est bénévole, c'est d'être entouré de retraités. C'est pas faux. Mais pas que. On est surtout entouré d'autres personnes qui ont du temps, elles aussi. Peu importe les raisons finalement, car on se retrouve ponctuellement dans un même lieu, avec la même mission, celle d'aider à faire. Et c'est là que se crée beaucoup, plus qu'un partage de temps. Car le bénévolat, ce n'est pas seulement donner quelques heures par jour ou par semaine, c'est chercher à donner du sens aussi, à rencontrer, à partager, à recevoir. Et ça fait clairement le travail. Ce n'est pas toujours facile de trouver du temps, bien sûr. Même si ce n'est que très ponctuel, le fait de s'organiser pour donner un peu à une action est déjà beaucoup. Combien sont celles et ceux qui le font ? Ce que j'aime dans le bénévolat, c'est le sens que je peux donner à un moment de ma journée. Je sais que j'ai pu contribuer à un projet qui apporte aux autres. J'ai une certaine sensibilité pour les associations avec une implication sociale, comme par exemple participer à de l'aide juridique dans le droit des demandeurs d'asile et réfugiés. Cela me prend 3 heures par semaine et permet d'apprendre beaucoup de connaissances, ainsi qu'apporter un éclairage et une aide dans des dossiers administratifs complexes. En plus de donner un moment de disponibilité, certains ont des connaissances supplémentaires dans des domaines d'expertise, et cela est très précieux dans les actions à mener. J'aime le bénévolat car c'est un endroit de rencontre et de retrouvailles, avec des missions tellement variées. Je repense à ma première expérience bénévole, où j'imaginais simplement donner de mon temps à des personnes dans le besoin. Que me suis-je trompée ? J'ai reçu énormément dans cette expérience si singulière du bénévolat. Reçu des mots, des émotions, vécu des moments de complicité, des expériences. On n'est jamais totalement hermétique à l'autre, et on ne donne jamais qu'uniquement du temps. Parfois, on y laisse des plumes, car ce n'est pas toujours évident les relations humaines. Mais on apprend aussi beaucoup sur soi, sur ses limites, ce que l'on a envie de donner et de recevoir. Ce que j'aime, moi, ce n'est pas que donner de mon temps, c'est aussi vivre une expérience profondément humaine. Et il faut surtout avoir l'énergie de recevoir énormément en retour. Il existe beaucoup d'associations recrutant des bénévoles, il y en a pour tous les goûts et toutes les disponibilités. N'hésitez pas à vous renseigner. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Merci Karim d'être venu nous rendre visite. Encore merci. Et moi, je vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain pour le prochain épisode de Coup de Foudre. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.